Déjà pour présenter la stratégie du COS-Petrogaz sur la transformation de nos ressources naturelles, mais aussi d'apprendre beaucoup sur le cadre universitaire, la recherche et l'innovation, parce que je n'ai pas eu à faire mon parcours universitaire au Sénégal. Donc franchement, j'ai beaucoup appris et maintenant je sais vers qui me tourner si jamais j'ai des questions sur la recherche appliquée au niveau du Sénégal. Donc merci pour cet honneur. Sans plus tarder, je vais présenter la stratégie du COS. D'abord, un rappel des différentes découvertes de pétrole et de gaz au niveau du Sénégal. Il y en a 3. Avant le Sénégal, depuis 1956, on cherchait le pétrole, donc ce n'est pas maintenant, sauf que ce n'était pas avec une quantité suffisante pour la valoriser. C'est vraiment vers 2014 qu'on a trouvé d'importantes réserves de gaz et de pétrole qui ont permis de mettre le nom du Sénégal sur le plan mondial en termes de réserves en hydrocarbures. Donc, comme je le disais tantôt, on a 3 champs, 2 champs gaziers et un champ pétrolier avec du gaz associé. Bon, les détails, pour gagner du temps, il suffit de dire que les volumes sont assez grands, pas aussi grands pour nous comparer à l'Arabie Saoudite, mais c'est assez grand pour pouvoir aspirer à une transformation structurelle de l'économie du Sénégal à travers la transformation du gaz naturel, du pétrole, mais aussi des ressources naturelles, d'autres ressources naturelles. Et pour se préparer à ce nouveau statut de pays producteur de pétrole et de gaz, l'État du Sénégal, en plus de la création du COS-Petrogaz, qui regroupe beaucoup de ministères, qui regroupe d'autres structures, la société civile, l'opposition, etc., a eu aussi l'adhésion à l'ITIE pour la transparence dans la gestion de nos ressources naturelles. Des changements importants ont été entrepris, tels que réformer le cadre réglementaire judiciaire du Sénégal par rapport aux hydrocarbures. La compagnie Petrosen a été scindée en 2 avec une holding. Tout ça, c'est pour mieux encadrer nos ressources en pétrole et en gaz. Et aussi, l'Institut national du pétrole et du gaz, l'INPG, a été créé pour pouvoir former les Sénégalais d'ici ou d'ailleurs qui aspirent à contribuer au développement des projets pétroliers et gaziers. Donc, je vais parler beaucoup plus sur le gaz naturel, parce que comme vous le savez tous, avec les changements climatiques, le gaz naturel maintenant a été considéré comme ce qu'on appelle en anglais, vous m'excuserez de mon anglais, le bridge, le gap fuel. Donc c'est une énergie de transition. Donc c'est pourquoi au niveau du COS, on se focalise plus sur la valorisation du gaz naturel. Donc pour une économie gazière, il y a différentes étapes. Il y a d'abord les exportations du gaz naturel liquéfié qui permettent quand même aux opérateurs de recouvrer les coûts qu'ils ont eu à faire, parce que le monde du pétrole et du gaz, ça demande de lourds investissements. Ça permet aussi à l'État du Sénégal d'avoir des revenus émanant de ces ressources-là. Et une fois qu'on a l'exportation de GNL bien ficelée, c'est mettre en place un réseau gazier qui permettra de transporter ce gaz naturel envers les industriels, envers les maisons, etc. Et enfin, une utilisation domestique, que ce soit à travers la génération d'électricité. M. Ceci vient juste de parler du coût élevé de l'électricité. Nous espérons que grâce au gaz naturel que nous avons, on va baisser le coût de l'électricité, parce que c'est un facteur important. Dans toutes les structures qu'on a eu à visiter, c'est toujours la facture énergétique qui revient, parce que ça pose un gros problème. Ça fait presque parfois même 50% de leur budget. Donc on en est conscient, et il y a des efforts qui sont en train d'être faits avec la stratégie Gas to Power pour réduire cette facture énergétique. Donc, la vision globale du secrétariat permanent du COS-Petrogaz sur la valorisation du gaz naturel, c'est en plusieurs étapes. Comme je viens de le dire, il faut d'abord avoir un réseau gazier, parce que tous nos champs sont offshore, à quelques kilomètres de nos côtes. Donc, il faut établir un réseau gazier qui après permettra l'exportation, mais aussi le gas to power. Comme je viens de le dire, avec la stratégie gas to power, on voudrait une électricité moins chère, ce qui va entraîner une baisse des coûts et qui va permettre à nos différents industriels d'être beaucoup plus compétitifs
aussi bien sur le marché local, sous-régional, régional et pourquoi pas international. Et une fois qu'on a ça, on peut booster ces industries. Et on a décelé certaines industries telles que la pétrochimie, la production d'engrais, le développement des polymères, etc. Donc, au niveau du COS, on a choisi 3 voies principales pour la valorisation du pétrole et du gaz. La première, c'est l'agriculture, puis il y a les mines à travers la stratégie Gas to Mining, la pétrochimie et aussi d'autres débouchés qui peuvent être exploités selon le rendement qu'on pourra tirer de ces pistes. Donc, l'agriculture utilisait le gaz naturel pour produire de l'ammoniac comme engrais, en sachant que l'agriculture est l'un des poumons de l'économie sénégalaise. Les mines, avec la disponibilité du gaz local, une électricité moins chère, on pourra aller beaucoup plus loin dans la transformation et l'exploitation du fer de Falémé au sud du pays. Pour la pétrochimie, avec certains procédés pétrochimiques, pour obtenir non seulement des oléfines qui pourront participer à la production et la fabrication de polymères, mais aussi des solvants qui sont utilisés dans le milieu industriel. Et enfin, on sait que Petrosen TS a une stratégie autour du LPG pour la cuisson domestique, mais aussi en regardant les différentes ressources naturelles qu'on a au niveau du Sénégal, pourquoi pas la production de carbonate de soude qui est utilisée dans la métallurgie, la verrerie, les détergents, etc. Donc, mais au niveau du COS, ce sont les 3 premières pistes qu'on essaie d'exploiter comme valorisation. Donc, je parlais un peu de la production d'engrais. En Afrique, la moyenne d'utilisation de l'engrais est de 18 kg de nutriments par hectare, alors que le reste du monde utilise entre 100 et 150 kg de nutriments par hectare. Donc, il y a un déficit d'utilisation des engrais. Donc, ici, vous voyez que l'État du Sénégal pour 2020-2021, et ça, ce sont des chiffres du ministère de l'Agriculture, avait alloué 23,7 milliards de francs CFA pour les subventions dans l'engrais. Donc, on espère qu'avec le gaz naturel, on pourra rendre l'agriculture sénégalaise plus compétitive si on réduit déjà les prix des intrants tels que l'engrais et le coût de l'électricité, mais aussi plus diversifié, parce qu'avec une pléthore, on pourra faire une pléthore d'engrais, de différents types d'engrais, et ainsi pouvoir encore compétir au niveau national, au niveau régional, sous-régional et international. Donc, brièvement, comme j'ai une formation en chimie, je ne pouvais pas ne pas me permettre de montrer ce diapo. Comme vous voyez, avec le gaz naturel, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Donc, avec le gaz naturel, on pourra produire de l'ammoniac et de l'urée, mais aussi on pourra pousser plus loin l'utilisation de nos ressources en phosphate, ce qui nous permettra de produire différents types d'engrais. Et on sait que pour les différentes spéculations qu'on a au niveau du Sénégal, ils utilisent différents types d'engrais. Donc, en ayant sur place une usine qui peut produire le type d'engrais qui est plus adaptable à telle spéculation, on espère encore une fois accroître la compétitivité de l'agriculture sénégalaise. Et sur le plan académique, développer par exemple des engrais sur mesure pour l'agriculture, pour les différentes spéculations, en tenant en compte l'environnement de production de cette spéculation, telles que l'humidité, le degré de salinité, la température, etc. Et quelqu'un a parlé, je ne sais pas si c'était hier ou aujourd'hui, de smart agriculture. Donc, en utilisant toutes ces technologies innovatives qui peuvent te dire le degré, les conditions sous lesquelles il faut semer, et travaillant avec le monde académique, on espère pouvoir avoir des engrais sur mesure qui pourront encore une fois rendre l'économie agricole du Sénégal beaucoup plus compétitive. Sur les perspectives sur la pétrochimie, c'est vraiment avec les oléfines qu'on vise, parce qu'on sait que les polymères sont utilisés partout, tout au long, partout au quotidien, avec la tuyauterie, l'emballage, la peinture, l'électronique, même au niveau sur le plan médecine, avec les valves cardiaques, les vêtements. Donc on peut vraiment faire tout.
La question maintenant, c'est vers quel oléfine se tourner, parce qu'il y a une question quand même de rentabilité pour le business model. Et avec le pétrole, on pourra encore pousser plus loin la pétrochimie. Il y a une gamme de produits qui peuvent être fabriqués au niveau du Sénégal. Et on pense vraiment qu'à partir du pétrole et du gaz, on pourra faire du Sénégal un hub pétrochimique. Pour le gaz du mining, cette carte, elle montre toutes les ressources minières dont possède l'Afrique, mais malheureusement, c'est sous-exploité. Au niveau du Sénégal, on a les phosphates, j'en ai déjà parlé, on a l'or, on a le zircon, on a le fer. Donc, on peut utiliser le gaz naturel comme intrant ou on peut l'utiliser parce que ça peut donner accès à une énergie beaucoup moins chère pour l'exploitation et la transformation de ces deux-là. Donc, en prenant exemple le fer de Falémé, on voit la plupart du temps, il y a les minéraux qui sont exportés, alors qu'on peut avoir toute une gamme de produits semi-finis et finis, en allant des minéraux de fer à la production de l'acier. Et comme le disait M. Christophe Yvetot hier, le plus de valeur ajoutée, manufacture ajoutée on a, le plus on est en train de vaincre un peu la pauvreté. Donc si on ajoute 1% de valeur manufacture ajoutée, on réduit la pauvreté de 2%. Donc si on prend juste le fer de Falémé, on voit que pour les minéraux, le prix, désolé les chiffres ne sortent pas bien, les minéraux c'est $100 par tonne, alors que si on transforme jusqu'à la fin en acier, le prix c'est dans les $650 par tonne. Donc on voit que si on arrive grâce au gaz à transformer le fer de Falémé, on pourra vraiment ajouter de la valeur, avoir un impact économique. Donc, soit c'est le fer de Falémé, et il y a des problématiques par rapport à ça, surtout sur le côté infrastructure et logistique. Si le fer de Falémé n'est pas disponible dès maintenant, pourquoi pas ne pas aller chercher en Sierra Leone, en Mauritanie, etc. Parce que pour nous, au niveau du COS, c'est vraiment la transformation des ressources naturelles locales, mais aussi on a en vue la transformation des ressources naturelles dans la sous-région, parce qu'on en possède beaucoup. Donc, quelques problématiques que je pense que M. Si a grosso modo parlé de toutes ces 4 problématiques que nous avons décelées. La première problématique, c'est la facture énergétique. Donc, avec la mise en œuvre de la stratégie Gas to Power du ministère du Pétrole et des Énergies, ça va permettre l'accès à une électricité fiable, à grande quantité et à moins de coûts. Parce que le mot fiable, c'est important parce que quand on a visité des structures en Corée, ils ne voulaient pas seulement une électricité à moins de coûts, mais ils voulaient une électricité fiable. Parce que redémarrer, par exemple, une machine dans le textile, ça coûtait extrêmement cher. Parce qu'il fallait tout reprendre, il fallait refaire toutes les réglages qu'il fallait faire, etc. Donc pour eux, une électricité fiable aussi est aussi important qu'une électricité à moindre coût. Pour le déficit en infrastructure, déficit d'infrastructure adéquate et un manque d'interconnectivité, donc l'État du Sénégal, monsieur, si on a parlé pour la préparation du projet, il serait aussi important d'inclure cette problématique dans la préparation des projets. Parce que réaliser des investissements lourds, ils seront requis ou être intégrés dans les projets, comme je le disais. Par exemple, si on veut exploiter le fer de Falémé, il faudra voir comment, une fois que le fer est transformé en acier, comment l'amener jusqu'au port de Dakar. Parce que le port de Dakar sera la principale voie d'exportation pour cet acier. Et est-ce qu'il faudra connecter le rail, les transports routiers, les bateaux, etc. Donc c'est important dès le début du projet de penser à l'intégration de l'infrastructure. C'est une coupure. Il y a aussi la faiblesse de la taille du marché domestique. Et pour cela, il faudra tirer profit des marchés régionaux. On fait partie de l'ECOWAS, on fait partie de l'UMOA, des marchés régionaux et sous-régionaux, ainsi que de la mise en place récemment de la ZECLAF. Donc pour augmenter le marché, parce que parfois on a de bonnes idées, mais il n'y a pas un marché pour cela, ou le marché est trop petit pour rendre le projet rentable. Donc il faut vraiment voir comment on peut profiter des marchés qui existent pour améliorer la rentabilité de ces projets d'industrialisation. Et enfin, il y a un faible accès aux investissements.
Donc, il faut faciliter l'implication du secteur privé. Je pense qu'on en a parlé beaucoup hier et aujourd'hui, qu'il faut parce que c'est le secteur privé qui va vraiment porter ces projets-là, soit à travers des partenariats publics-privés ou d'essayer de réfléchir à d'autres modes de financement. Mais encore une fois, le secteur privé va jouer un rôle primordial dans l'implantation de ces différentes usines. Et il y a aussi privilégier les projets intégrés, parce que plus on intègre, par exemple, une usine d'ammoniac avec le méthanol, par exemple, on pourra mutualiser les efforts. Donc, c'est ces différents défis il y en a beaucoup, mais on s'est focalisé sur ces 4 défis. Et pour moi, sur le plan personnel, je pense aussi qu'il faudra que le monde académique, le monde de la recherche et de l'innovation puisse voir ce qu'ils peuvent apporter aux compagnies pétrolières et gazières. Il y a beaucoup de produits chimiques, par exemple, qui sont utilisés. Il faut les faire venir de l'Europe, de l'Inde ou de l'Algérie ou du Maroc. Quels sont les produits qui existent au Sénégal qui peuvent être proposés comme alternatifs? Mais pour cela, il faudra démontrer qu'il peut vraiment remplacer. Donc, je prends l'exemple de la bentonite. On n'a pas de la bentonite au Sénégal. Les compagnies pétrolières sont obligées de l'importer du Maroc. Qu'est-ce qui existe au niveau du Sénégal qu'on pourrait proposer à ces compagnies pétrolières comme alternative? Et essayer de nouer, et je pense que c'est là qu'on pourra nouer des collaborations académie-industrie qui permettront encore une fois de mettre en valeur les ressources naturelles du pays. Voilà tout ce que j'avais à dire sur la stratégie de valorisation. Merci.